Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Ça va se faire, je pense, sans montage, un peu à la bonne franquette comme on dit. Je ne sais pas à quel moment vous la regardez, mais moi c'est le matin, je suis encore au café là. Donc j'ai pris toutes vos questions, je les ai mises dans l'ordre des questions qui ont été le plus appréciées, likées, tout ça. Donc j'ai commencé aux questions qui ont eu 4 likes et je suis allé jusqu'à celles qui en ont eu le plus. Donc ceux qui ont posé des questions trop tard ou qui n'ont pas été beaucoup appréciées par les autres, je suis désolé, je vais pas pouvoir répondre à tout. Ça se fera très certainement sans montage, donc bon voilà, j'espère que ça passera. Et voilà, et donc je vais commencer par les moins likés, je disais, finir par celles qui ont été le plus. À part une, je me suis pris un gros fou rire hier en début d'après-midi quand j'ai eu cette question. Elle n'a pas eu de like, mais je vais quand même vous la garder pour la fin de la vidéo et je vous expliquerai pourquoi je me suis pris un gros fou rire en lisant cette question. Allez, et puis on va commencer directement. Alors je mettrai là-haut, là, quelque part dans la vidéo, combien il y a de likes sur la question que je suis en train de répondre. Dans le petit fil là, dans le lecteur, vous pouvez aller cliquer directement sur les questions qui vous intéressent. Et puis voilà, et c'est parti. Donc première question de Vanille qui dit: je n'ai jamais vu la cyclanthère parmi les plantes que tu as chez toi, pourrais-tu nous en parler? Alors, la cyclanthère, c'est une cucurbitacée grimpante annuelle qu'il faut ressemer tous les ans, qui fait des petits fruits assez sympas. Il y en a plein de formes différentes. Moi j'en ai cultivé il y a quelques années quand même. Je faisais pas de vidéo encore à l'époque. Et voilà, sauf un petit moment j'en fais pas, juste parce que j'ai pas forcément eu les graines et qu'il y a tellement de choses différentes à cultiver que je cultive pas toujours tout. Mais je vais essayer de m'en retrouver peut-être pour cette année, tiens, des graines. C'est assez sympa, c'est décoratif, les fruits peuvent être assez jolis. Et puis ça se mange, le fruit se mange quand c'est jaune, ça ressemble un peu à du concombre. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Moi je fais beaucoup moins d'annuels maintenant là, donc toutes les plantes qu'il faut ressemer, qu'il faut sélectionner, récupérer les graines, conserver les graines, ressemer au printemps avant de les planter au jardin. Ça fait beaucoup de choses à faire, on est très loin de son milieu d'origine, donc c'est peut-être pour ça que je cultive un peu moins ce genre de plantes maintenant. Mais voilà, après à faire un petit peu comme ça quand même pour s'amuser, ça peut être sympa. Pour s'amuser, puis pour manger aussi c'est comestible. Voilà, on est encore à 4 likes. Abracadabra qui me demande t'as fait quoi comme études? J'ai pas fait beaucoup d'études, déjà je suis pas allé beaucoup à l'école, j'ai arrêté vraiment en seconde, mais je crois que dans ma tête j'avais déjà arrêté bien avant. Mais voilà, ensuite, plus tard, moi je me suis réintéressé beaucoup aux plantes, à l'agriculture, donc j'ai fait une formation en maraîchage bio. Après j'ai fait des formations, je ne sais pas si on peut mettre ça dans les études, mais j'étudie beaucoup. Je suis un éternel étudiant, j'aime bien dire. Je pense que je vais étudier jusqu'à la fin de ma vie, mais sans avoir suivi de cursus un peu classique. Donc formation d'herboriste, formation en permaculture humaine, tout ce qui est lié à l'agriculture, les plantes bio-indicatrices, le sol, l'eau, enfin j'ai fait plein de petites formations, je lis beaucoup, je vais beaucoup à la rencontre d'autres personnes qui pratiquent un peu aussi pour apprendre des autres. Donc voilà, en gros, mes études. Et je les continue, ça ne s'arrête pas, quoi. Eliane, je serais curieuse de savoir ce que sont devenus les 2 mini jardins forêt en pot que j'avais fait dans une vidéo. Est-ce que ça a bien poussé, produit, quel est ton retour d'expérience? Alors ils ne sont pas devenus grand chose parce que j'avais fait vraiment cette vidéo pendant le confinement pour les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux et pour faire des jardins forêt en pot, donc des mini jardins forêt. Alors c'est une appellation jardin forêt, mais pour moi c'est un vrai jardin forêt, il faut qu'il y ait un sol, il faut qu'il y ait de la terre, donc en pot c'est pas vraiment mon truc, et moi je cultive vraiment en pleine terre. Donc ces jardins forêt, oui, ils ont tenu un petit moment, ils ont bien produit les trucs qu'on avait plantés sur les strates basses, les couvre-sols, les fraises, les salades, les radis, les trucs comme ça, les petits fruits. Et puis on avait mis des arbres, des pommiers, je sais plus quoi, encore, on en avait fait 2, moi et mon fils. Les pommiers, clairement, dans un pot, un pommier, c'est pas là que ça va donner le plus. Et puis bon, voilà, j'ai fini par abandonner ces pots, récupérer les arbres qu'il y avait dedans. Non, c'était vraiment pour les gens qui n'ont pas le choix, qui peuvent faire que comme ça que je l'avais fait. Moi, perso, je ne l'ai pas suivi, ce projet. Parce que moi j'ai de la terre, j'ai un sol, donc je vais plutôt cultiver dans un sol que des plantes en pot qui ont besoin d'être entretenues sur le long terme. Alors encore à 5 likes, l'orknet, j'ai plusieurs petits arbustes qui ont gelé. Kiwi, lilas, etc. etc. Que faut-il que je fasse? Les laisser, couper ce qui est noir. Alors pour tout ce qui a gelé maintenant avec les gelées noires,
C'était pas tous les ans jusqu'à l'année dernière, puis là, ça y est, 2 ans d'affilée, puis je pense que ça va arriver de plus en plus. Donc il y a beaucoup de choses qui ont gelé, je crois qu'il y a d'autres questions sur ça, donc je détaillerai peut-être un peu plus après. En tout cas, si ça a gelé maintenant, laisse les parties noires, touche pas, la plante s'est pris déjà une claque avec le gel, va pas en plus lui mettre une autre claque avec un coup de sécateur en taillant en plus, laisse la plante peut-être repartir si elle doit repartir, et puis si elle est morte, c'est pas en la taillant que tu vas la sauver. Donc là pour l'instant, ça a pris une claque, t'as rien à faire de plus, attends de voir si ça repart, et puis en cours de végétation, en cours de printemps, voire cet été, les parties qui ont noirci, elles seront tombées naturellement. Si elles ne sont pas tombées naturellement et que ça te gêne de les voir délicatement, juste à la main, comme ça tu peux casser, mais casse juste dans la partie vraiment qui est morte, va pas tailler dans une partie vivante. C'est juste l'esthétique en fait, les parties mortes qu'on voit, ça nous gêne, ça dérange un petit peu. C'est esthétique et puis ça touche un peu le cœur de voir ces plantes qui ont souffert. Mais voilà, laisse faire, et puis quand la plante sera vraiment bien repartie et ça sera refait un peu d'énergie, là tu pourras enlever délicatement les parties mortes sans toucher les parties vivantes, comme ça tu ne blesses pas plus ta plante. Voilà. Encore là, on est toujours dans les 5 likes. William qui me demande qu'est-ce que je fais de mes déchets d'agrumes. J'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait répondu que j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, donc je ne sais plus dans laquelle, mais en tout cas je ne vais pas trop perdre de temps avec ça. Moi, tout ce qui est organique, viande, agrumes, oui légumes, agrumes, papier, sopalin, papier journal, tout ce qui vient de matière organique, ça doit rester sur place et ça doit aller dans le compost. Je fais plusieurs tas de compost, une fois que c'est composté, je le remue, je passe sur un autre tas, j'en refais un nouveau, je le remue et je passe sur un tas qui est complètement composté, qui est prêt à être utilisé. Ça peut arriver là-dedans qu'on retrouve les agrumes qui ne sont pas encore décomposés, ça peut arriver qu'on trouve des branches, des gros morceaux qui n'ont pas été décomposés. Ce que je fais, c'est que je les prends et je les remets dans les premiers tas et que ça fasse un compostage bien plus long et ça finit par se décomposer. Si c'est naturel, la nature sait le décomposer. Le problème qu'il peut y avoir, et donc c'est ça que je disais dans la vidéo, c'est que si tu manges beaucoup d'agrumes, il peut arriver qu'à un moment il y ait beaucoup de pots d'agrumes et qui fasse que ton compost ne soit pas forcément de qualité. Le problème, c'est pas que l'orange ne se décompose pas, c'est que tu manges trop d'agrumes. C'est pas un fruit qui est local. Si tu en manges trop, ça va créer un problème ailleurs. Donc pour moi, c'est ce problème-là qu'il faut régler, plutôt que de ne pas mettre ces agrumes dans le compost et de jeter ces agrumes à la poubelle, ce qui pour moi serait une aberration. C'est organique, ça doit retourner à la nature et pas dans un système qui doit fonctionner. Tout ce qui est la récupération des poubelles, le triage des déchets et compagnie, on ne va pas mettre d'organique là-dedans. C'est déjà assez compliqué de gérer les déchets pour en plus y rajouter des choses qui n'ont rien à y faire. Voilà. Encore dans les 5 likes, Fanny Co qui dit nous avons un terrain dont une grosse partie a tendance à geler l'hiver, il est plus bas que le reste du terrain, près d'un ruisseau, une colline lui fait de l'ombre, bref, il n'est pas aidé. Penses-tu que je puisse quand même faire un jardin-forêt sur cette partie? Alors, je vais essayer de simplifier et de ne pas répondre spécifiquement que pour toi, parce que ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Il y a un jardin qui n'est pas forcément propice à y cultiver des choses. Est-ce qu'on peut quand même y faire un jardin-forêt? Oui, moi, il n'y a pas de... J'aime bien répondre ça dépend, mais là, oui, je dirais. En vrai, ça dépend. Regarde autour, est-ce qu'il y a des arbres autour de cette parcelle? Est-ce que sur une parcelle qui peut ressembler un petit peu à celle-là, naturellement, si on fait rien, il y a des arbres qui pourraient y repousser? Pardon. Si c'est le cas, je suis désolé, je suis en plein petit-déj, peut-être que j'aurai des remontées, vu que je ne vais pas faire de montage, vous allez avoir tout comme ça, j'avais dit la bonne franquette. Donc si naturellement il y a des arbres qui pourraient pousser sur cette parcelle, oui, tu peux faire un jardin-forêt là-dessus. La seule limite, c'est tu ne pourras pas faire le jardin-forêt forcément dont tu rêves avec les fruitiers que tu veux. Peut-être qu'il y a des fruitiers qui auraient besoin de plus de soleil, de moins d'humidité, ou l'inverse pour d'autres personnes. Mais voilà, il va falloir t'adapter à ce terrain et cultiver des espèces qui seront propices à ce genre de terrain-là. Et puis certains fruits, certaines plantes, pardon, seront pas forcément adaptés à ce terrain-là. Donc, il va falloir sélectionner, t'adapter à ce terrain et cultiver ce qui peut y être cultivé et le reste, tu iras sur d'autres zones. Voilà. Après, allez, est-ce que je détaille là-dessus? Là, tu as l'air de dire que voilà, tu as une parcelle, puis il y a un endroit où tu veux faire le jardin-forêt, à moins que j'ai mal compris. Pour moi, le jardin-forêt, il y a un endroit peut-être où on va faire un potager, on va garder une clairière, ça ne sera pas là du coup, mais le jardin-forêt, pour moi, c'est
l'ensemble de la zone est un jardin-forêt. Sur le parking, tu vas y mettre des arbres pour faire de l'ombre, pourquoi pas y mettre des fruitiers. La tonnelle qui fait de l'ombre sur la terrasse, tu vas y mettre une vigne ou un kiwi. Enfin, tu vas y mettre des espèces fruitières partout sur ta parcelle. Et les espèces fruitières que tu aurais voulu cultiver, mais qui ne pourraient pas pousser à cet endroit-là, ben, mets-les un peu plus haut, un peu plus loin, un endroit qui serait propice. Et peut-être tu n'auras pas autant de place, mais tu pourras quand même en faire un petit peu. Et sur cet endroit-là qui est particulier, ben, l'endroit de lui-même va sélectionner les choses qui pourront y pousser. Voilà. Allez, j'espère que c'était clair. On est encore à 5 likes. Permaculture 76 300, j'imagine que c'est un département. Alors, la tour à pommes de terre. J'ai vu Damien qui avait testé en mode petit test. Sur internet, j'ai vu des résultats moyens et d'autres négatifs. Tu n'en as pas vu des positifs? Moi, j'en ai vu aussi des positifs. Là-dessus, j'ai vu de tout. Est-ce que j'ai essayé? Est-ce que tu as essayé? Qu'en penses-tu? Donc, oui, j'ai essayé. En mode petit test aussi pour... Enfin, petit test. J'ai fait quand même quelques grosses tours à patates. Plusieurs grosses tours à patates. Juste une fois, mais en mode test, hein, pour voir. Donc, c'est très productif. Ça peut, ça marche, hein, vraiment. On verra, j'en reparle juste après comment on fait pour que ça marche, mais voilà, ça peut marcher. Et pour moi, c'est très intéressant pour les gens qui n'ont pas de terre, qui ont un balcon, qui n'ont pas de place, qui veulent faire ça à l'intérieur, ou sur un endroit où il n'y a pas de terre en dessous et qui n'ont pas de place. Comment ça marche comment on fait pour que ça marche? Donc c'est une tour, soit avec un grillage, soit un sac de terreau qu'on roule complètement. On met la pomme de terre au fond dans du terreau ou de la terre, et au fur et à mesure que ça pousse, on déroule le sac. Quand c'est moi j'avais fait dans du grillage enroulé, ben au fur et à mesure, on monte, on rajoute de la matière, de la terre, du terreau, de la feuille morte, on rajoute ce qu'on veut, et on fait monter le pied de pomme de terre, donc il va pousser de plus en plus en hauteur. Et à la fin de l'année, sur toute la hauteur, il aura produit. Donc ça veut dire sur une surface qui est limitée, on va réussir à produire autant que sur moins haut, mais si on avait fait sur une planche de culture plus longue. Donc, ça peut marcher, ça ne fait pas à fond de pommes de terre comme on pourrait imaginer tout le long. Ça en fait beaucoup au début, de moins en moins à la fin, ou en tout cas, ils ont moins le temps de grossir. Donc, on ne va pas démultiplier tant que ça la production. Et surtout, voilà, il faut cette terre pour monter. Moi, j'avais fait des grosses, des tours peut-être un peu grosses, hein, mais voilà, ça fait beaucoup de terre qu'il faut ramener, beaucoup de terreau si c'est dans une tour ou quoi. Donc, il faut trouver quelque part cette matière, et puis vu que c'est en hauteur, ça sèche très très vite, donc il faut pouvoir arroser, il faut pouvoir y mettre de l'eau. Si c'est un sac de terreau, il ne faut pas que l'eau stagne en bas, il faut que ce soit dans un bac en bas où l'eau puisse s'écouler. On va beaucoup lessiver la zone, donc ça ne sera pas très nutritif du coup, à moins que ce soit un bon terreau, mais du coup ça coûte cher de produire des pommes de terre dans du terreau. Enfin voilà, bref, moi je vois beaucoup de défauts à cette solution pour moi qui n'en est pas une. C'est une solution pour les gens qui n'ont pas de sol, pas de terre. Donc voilà, c'est un joli jeu à faire, mais si on veut vraiment produire de la nourriture, c'est pas sur un balcon que ça se passe, c'est vraiment dans de la terre. Donc, alors, tout le monde n'apprécie pas quand je dis ça, ou les gens qui ont du balcon, voilà, vous pouvez vous amuser, mais la nourriture, c'est pas là qu'on la produit. Si, on peut produire un petit peu, mais on ne parle pas d'agriculture, on parle vraiment de... allez, comment je vais pouvoir dire ça? Enfin, voilà, pour moi, on s'amuse quand même un petit peu. Je sais pas le mot que je pourrais utiliser. C'est pas de l'agriculture, c'est de la culture, c'est de la débrouille. On arrive à produire un petit peu. C'est chouette pour de l'autonomie, c'est chouette pour se faire à manger pour soi. Mais on n'est pas producteur de légumes. Et du coup, c'est pas les trucs sur lesquels moi je me concentre plus, vu que moi j'ai de la terre. Donc voilà, je laisse ces activités... Allez, pseudo-agricole, c'est pas une critique méchante quand je dis ça, j'espère que certains ne le prendront pas comme ça, mais voilà, c'est pas les choses sur lesquelles moi je me concentre. J'espère que j'ai heurté personne. Allez, Bastien, toujours à 5 likes. Lorsque l'on veut faire des porte-greffes francs, pommiers, poiriers, vaut-il mieux utiliser des pépins de variétés résistantes à diverses conditions, maladies, sécheresse, sol? Ou bien la résistance à ces conditions vient du greffon qu'on viendra le greffer plus tard. Ni l'un ni l'autre. Quand tu fais un porte-greffe franc, tu pars d'un pépin ou d'un noyau ou quoi, et donc forcément tu auras quelque chose de plus rustique, résistant, plus adapté à la sécheresse, parce que très vigoureux. Si tu veux une vraie résistance à la sécheresse, il faut semer directement en place, ou en tout cas planter très très vite et pas laisser la racine pivot tourner en rond dans le pot. Donc le franc est d'office résistant. Pour tout ce qui est pépin, c'est des croisements, donc tu peux prendre un truc issu de n'importe quoi, selon par quoi a été pollinisé l'arbre sur lequel tu as récupéré le pépin. Tu vas avoir de toute façon un mix, donc
Pour moi, ça ne sert à rien de récupérer sur une variété en particulier parce qu'il y a des croisements. Sur les pépins, sur les noyaux, c'est un peu moins le cas. C'est un peu plus fidèle de semis, donc là, peut-être, pourquoi pas. Par contre, le greffon, lui, va jouer sur la qualité de la production, mais pas la vigueur de la plante. Ça, c'est vraiment le porte-greffe. Donc, voilà. Mais pas la peine de choisir ton arbre. De toute façon, le franc est d'office plus vigoureux, plus résistant, tout ça, tout ça. Allez, on monte dans des questions encore un peu plus de likes. On est à 6. Alors, ah oui, Septa. Alors, là, c'est pas une question, c'est un message qui s'adresse à René pour dire qu'il aille directement chez Nénette, car comme il a paumé les clés du camion, il va être emmerdé pour lui livrer l'armoire. Donc, René va directement chez Nénette. Merci Septa pour ton message. Allez, on est encore à 6 likes. Yabod in the clouds. J'espère que je n'écorche pas vos noms à chaque fois, parce que dans sur internet on a toujours des pseudos qui sont rigolos. Salut Rémi, non, ça c'est encore celui d'avant. Est-ce que tu pourrais nous donner la liste des plantes potagères et fleurs qui se ressèment seules, hivernant, formant des plants viables à la saison suivante? Donc, alors tu m'as donné 2-3 exemples, bourrache, calendula. Alors, moi, j'ai pas énormément qui se ressèment tout seul dans les annuels. Bon, la bourrache, c'est une annuelle. Calendula, c'est quoi? C'est une vivace ou une bisannuelle? Je sais même plus. En tout cas, dans les annuels, il y a très peu de plantes qui se ressèment toutes seules. Dans les potagères, tomates cerises, physalis, ça m'est déjà arrivé. Dans les fleurs, bon voilà, ce que tu cites, bourrache, calendula, cosmos, tagette, ça peut arriver que ça se ressème. J'ai beaucoup d'engrais verts, moi, que je laisse grainer, qui se ressèment tout seul. Et puis voilà, dans les aromatiques, j'ai de l'épazote, du persil, ça arrive que ça se ressème. Voilà, c'est pas très courant dans ce genre de plantes-là. Ça dépend vraiment comment sont les zones, ça dépend si tes plantes, tu les laisses facilement grainer, que tu laisses tes plantes tomber au sol sans que les oiseaux les mangent, parce que les plantes qu'on cultive sont souvent sélectionnées pour avoir pas mal de qualité, mais qui plaisent beaucoup aux animaux sauvages, et donc les graines sont souvent consommées. Donc, à condition qu'on laisse les plantes grainer, que quand ça engraine, qu'on les met bien dans le sol et qu'on les couvre pour que les oiseaux ne viennent pas, et qu'on ait une chance que les rongeurs et d'autres animaux ne viennent pas les manger entre temps, ça peut repartir un petit peu. Donc, c'est pas très courant. Mais bon, voilà, ça arrive un petit peu quand même. Moi, des salades, ça arrive assez souvent qu'il y ait des salades qui repoussent un peu partout. Voilà. Pour des arbres aussi, j'ai des savonniers qui se ressèment tout seuls, bon, des frênes ou quoi, là, c'est moins des cultures, mais voilà, il y a des arbres qui repartent tout seuls dans ce que j'ai planté au jardin en tout cas. Tu avais une autre question, alternativement, quelles sont les graines que j'ai semées à l'automne qui ont passé l'hiver dehors et sont sorties au printemps? Donc là, dans les potagères, clairement, aucune. Je sème pas à l'automne pour que ça pousse au printemps. Ça peut arriver dans les pavots, je sais que les pavots, s'ils n'ont pas passé l'hiver dehors, ça ne marche pas. Après, pour toutes les plantes qui ont besoin de passer l'hiver dehors, donc qui ont besoin d'être stratifiées, je ne fais pas des semis directs, je mets à stratifier. Donc là, j'envoie vers la vidéo que j'ai fait sur la stratification et vous avez toutes les réponses là-dedans. Mais voilà, sinon je sème au printemps et voilà. Puis un semi direct, pas beaucoup, hein, parce que il y a quand même beaucoup d'animaux qui viennent manger les graines une fois dans le sol, donc j'essaye de faire attention un peu. À part sur les plantes où j'ai beaucoup de graines, où là je m'amuse à en jeter partout et ça marche assez bien, mais sinon j'évite. Alors, on est encore dans les 6 likes. Isabelle. En culture traditionnelle, il est dit qu'il faut renouveler les fraisiers tous les 3 ans. Moi j'ai déjà vu un peu plus, tous les 4-5 ans. Avec les préceptes de la permaculture, combien de temps peut-on espérer les garder? Alors, je sais pas te dire, alors j'ai fait aucune préparation, donc je pense qu'il y a des questions avec un peu de préparation, j'aurai des réponses plus construites. Donc je sais pas les préceptes de la permaculture, qu'est-ce qu'ils diraient là-dedans, faire avec la nature et pas contre. Du coup, par exemple, ça voudrait dire, qu'est-ce que je réponds avec ça? Pardon. Pour moi, prendre des fraisiers pour les mettre à un autre endroit pour que ça produise, je ne sais pas à quel point on va s'éloigner de la permaculture en disant je veux être dans la productivité, faire beaucoup de fraisiers. Si c'est juste à un endroit, le fraisier, on pourrait s'imaginer qu'il va épuiser le sol et qu'au bout d'un moment il est moins productif, donc on va le mettre ailleurs. Donc là, on va contre nature si on épuise le sol. L'idée c'est d'avoir de la diversité.
mais pour avoir de la diversité avec les fraisiers, ça veut dire on va les mettre en couvre-sol sur certaines zones, avec d'autres plantes couvre-sol, etc. etc. Si on les met sans paillage, on fait beaucoup sur toile tissée, sur plastique ou sur toile organique ou quoi, juste pour pas que les fraisiers se fassent envahir, pour avoir de la productivité. Si on ne fait pas comme ça, il y aura moins de productivité, petit à petit le fraisier va être envahi par d'autres plantes, et donc on sera moins dans la productivité. Si c'est pas ça que tu vises, mets tes fraisiers dans certaines zones, et naturellement le fraisier, lui, il se déplace, il va faire des stolons, il va se déplacer et tu auras une petite productivité de fraisiers qui vont se déplacer naturellement. Donc tu n'as pas besoin de les déplacer. Par contre, si tu es sur une zone, toi, où tu veux viser la productivité, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut les déplacer, le fraisier finit par pas épuiser le sol de manière générale, mais en tout cas l'épuiser dans les ressources qui l'intéressent à lui. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut le déplacer. Donc on pourrait se dire, allez, tous les ans, tu vas y rajouter un peu de compost, un peu de cendre, mettre d'autres types de paillage quand le fraisier il est en dormance, pour pas qu'il se fasse envahir. Enfin voilà, tu as plein de méthodes pour nourrir ta zone et espérer qu'il soit productif un peu plus au bout d'un certain temps. Il y a une autre raison pour laquelle on déplace les plantes, c'est que il y a des maladies, des pathogènes ou des prédateurs qui vont être adaptés à cette plante, et si la plante reste toujours au même endroit et qu'il y a qu'elle, ben les opposants à cette plante en tout cas vont être de plus en plus vigoureux, de plus en plus présents. Donc c'est pour ça qu'on les déplace aussi. Du coup, je ne saurais pas te dire au bout de combien de temps il faut quand même finalement les déplacer, peut-être un peu plus que 3 ans en tout cas, mais au bout d'un moment il faudra les déplacer. Mais si on fait ça, pour moi, on n'est pas forcément dans le concept de la permaculture, ou en tout cas du jardin naturel, puisque naturellement le fraisier, lui, est censé se déplacer. Voilà. Encore dans les 6 likes, la question de Dominique. Comment traiter la moniliose sur les fruitiers? Merci. Alors là, pour le coup, j'ai pas préparé, donc je ne saurais pas te dire. Moi, je pourrais juste te dire que moi, perso, je ne traite pas contre. Je fais avec la nature et pas contre. Donc, je vais plutôt sélectionner des fruitiers qui ont moins de problèmes. S'il y a trop de problèmes, ça m'est jamais arrivé encore d'avoir trop de moniliose. J'en ai un peu, mais pas trop. Si j'en ai trop, eh ben, je coupe l'arbre et je grefferai autre chose à la place. Donc, ça veut dire qu'en 2-3 ans, je remplacerai l'arbre par un autre plus résistant. Donc, couper l'arbre, là pour le coup, c'est pas grave. Ça arrive de couper un arbre. On ne le détruit pas. On coupe juste la partie greffon et on va y mettre autre chose. Ensuite, tu vas faire en sorte que tes maladies ne se transmettent pas trop d'un arbre à l'autre. Dès qu'il y a des fruits qui sont un peu touchés, on ne va pas les récolter pour aller les brûler dans un coin. La maladie va des fois rester dans les feuilles qui tombent au sol, donc j'ai vu qu'il fallait ramasser toutes les feuilles mortes, les brûler, tout ça. Donc vraiment ça, il ne faut pas. C'est contre nature de brûler quelque chose qui est censé se décomposer pour renourrir le sol. Par contre, quand tu vois des fruits malades, souvent les fruits de la moniliose en fin de saison, ils ont tendance à pas tomber par terre parce que c'est un champignon et lui il a besoin de rester accroché sur l'arbre pour pouvoir diffuser ses spores. Donc quand tu vois des fruits qui ont de la moniliose, le truc que tu peux faire c'est les prendre et aller les enterrer dans un coin en bord de jardin, voire même le mettre par terre sous, voilà, sous le feuillage. On va pas rejeter la maladie ailleurs, on ne va pas détruire la maladie, on va juste freiner sa propagation. L'idée c'est de la freiner un petit peu. En permaculture, il y a un principe qui dit la plus petite action pour le plus gros intérêt. Donc brûler quelque chose, ça c'est une trop grosse action qui est contre nature. Par contre, juste prendre le fruit et le mettre par terre, c'est une petite action qui va énormément limiter la propagation. Ensuite, le prendre pour aller le mettre un peu plus loin, c'est une action un peu plus grande, pas énormément mais un peu plus grande, qui va un peu éviter sa propagation au pied de l'arbre. D'autres trucs, mais là c'est des logiques à faire dès que tu tailles un arbre ou quoi, toujours désinfecter tes outils. Quand tu passes d'un arbre à un autre, désinfecter tes outils. Pas tailler quand il pleut, enfin pas tailler quand l'arbre en tout cas est fragilisé par le froid, la sécheresse ou quoi. Donc vraiment toutes ces petites mises en garde dont je parle beaucoup dans les vidéos que j'ai faites sur la taille, donc je ne vais pas en dire plus là. Mais voilà, gardez un peu cette logique de faire attention à ce qu'on fait et puis sélectionner des variétés qui sont moins sensibles. Voilà. Alors, on est un peu plus, 7 likes, Lou qui demande, penses-tu privilégier des variétés tardives sur les arbres fruitiers, genre prunus, à l'avenir? Donc là, j'imagine que tu fais référence, j'ai peut-être coupé certaines parties des questions, mais tu fais référence donc à toutes ces gelées tardives, donc on a de plus en plus de problèmes de gelée tardive. Alors, c'est pas uniquement des problèmes de gelée tardive, là, en tout cas ce qui est arrivé cette année, parce qu'elle était beaucoup plus précoce que l'an dernier. L'an dernier, elle était vraiment tardive et aussi forte que celle-là. Moi j'ai eu -7 l'an dernier, là j'ai eu -6 cette année.
Cette année, c'était beaucoup plus tôt, donc ça aurait pu poser moins de problèmes. Par contre, le souci, c'est qu'on a eu un gros coup de chaud, une période assez chaude, beaucoup plus tôt, là, il y a un mois, 2 mois. Donc les arbres ont démarré beaucoup plus vite. Du coup, cette gelée qui n'est pas si tardive que ça, elle arrive à un moment où les arbres, eux, étaient déjà bien démarrés. Et donc forcément, ça met des claques. Donc voilà, il y a vraiment un souci de dérèglement climatique ouais, voilà, là, il n'y a pas de secret. Enfin, ça se dérègle pour de vrai. C'est pas une légende. Donc oui, bien sûr, je vais sélectionner des variétés qui fleurissent plus tard. Je vais sélectionner des endroits où la chaleur se fait moins ressentir, des zones plantées dans des zones un peu plus froides pour que les arbres démarrent moins tôt. J'allais dire peut-être protéger les arbres, mais non, moi je suis vraiment pas dans ce fonctionnement où il fait froid, il faut vraiment protéger. J'ai protégé mes porte-greffes, j'ai protégé mes semis, tout ça, mais protéger tous les arbres, si on en arrive là, on est foutu quoi. Pardon. Donc non, pas protéger mes arbres, mais voilà, sélectionner des variétés, sélectionner des zones où les températures montent un peu moins vite au printemps, et puis essayer de m'adapter sans avoir trop à en faire et sans avoir trop à m'inquiéter de ces gelées tardives à surveiller. Même si là, sur ces périodes-là, il faut surveiller la météo, sinon on se fait quand même avoir. Aurélien, question à 7 likes. Est-ce que pour créer une pépinière et vendre des arbres et petits arbustes en petit nombre, il est nécessaire de prendre un statut agricole? Alors, oui et non, parce qu'il y a 2 questions dans ta question. Pour créer une pépinière, donc autrement dit, pour créer une zone chez toi dans laquelle tu vas multiplier des arbres fruitiers, des plantes fruitières, tout type de produits agricoles, tout le monde peut faire ça chez soi, tout le monde peut créer sa petite pépinière chez soi. Par contre, alors attends, créer une pépinière, et vendre, donc c'est le mot vendre. Si tu veux vendre un produit agricole, oui, c'est obligatoire de créer un statut agricole. Vente d'un produit agricole, il faut être agriculteur. Ensuite, là où il y a plusieurs réponses à cette question, c'est quel statut agricole? Dans les statuts agricoles, il y a 3 niveaux. Vraiment le gros statut agricole, où tu es reconnu comme exploitant agricole. Chaque type de production est soumis à une certaine réglementation, il y a des charges, des frais à payer à l'année, revenus à avoir, etc. etc. Agriculteur, il faut vraiment avoir une grosse surface ou un gros temps de travail. Pour ceux qui font de la vente directe, maintenant le temps de vente, le temps de travail est pris en compte. Donc il faut quand même avoir soit une grosse surface, soit un gros temps de travail pour être agriculteur. Si tu es un petit peu moins, tu es cotisant solidaire, ça veut dire que tu as très peu de charges et très peu de couverture sociale, tu n'as pas droit aux aides, etc. Donc voilà, tu n'es pas très bien reconnu, tu n'es pas vraiment dans le monde agricole, mais tu as quand même un statut agricole. Et si tu as une toute petite surface, ça s'appelle un suivi parcellaire, je crois. Donc tu peux encore être en dessous de cotisant solidaire, ça il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ça coûte rien du tout, tu n'as aucune charge et compagnie, tu as juste le droit de vendre tes petits surplus. Mais c'est vraiment pour des petites surfaces. Donc les gens qui ont un jardin et qui vendent 3 petits trucs, voire qui ne vont pas du tout faire des marchés, qui veulent le vendre comme ça aux copains, tu as le droit. Tu as quand même un numéro de SIRET, il faut aller à la chambre agricole. Je ne vais pas forcément faire plus en détail la question, mais va te renseigner à la chambre d'agriculture, c'est eux qui vont te dire. Il peut y avoir des frais une fois, si tu ne veux pas monter ton dossier toi-même, tu peux t'aider pour faire monter le dossier, ça coûte plus cher qu'à mon époque, ça doit monter à 60-70 €. Si tu montes le dossier toi-même, c'est gratuit, mais si tu te fais aider, c'est 60-70 € pour juste te faire reconnaître et dire que voilà, moi je veux pouvoir vendre mes surplus. Et une fois que tu as ça, tu as un numéro de SIRET, et puis aucune charge à partir de là, à vie, tu as le droit de vendre tout ça. Par contre, ton dossier va aller à la MSA, tu as la MSA qui va venir quand même vérifier que tu as vraiment une petite surface et que tu n'es pas un commerçant agricole. Voilà, il ne faut pas non plus trop abuser. Et puis à partir de là, ben oui, tu as le droit de vendre tes produits. Voilà, donc ça peut passer comme ça. Et tu as un statut agricole, mais qui ne te coûte rien, à part l'aide pour monter le dossier pour le lancement. Alors, on monte un peu plus, on a la question à 8 points. Potager, ville et campagne. J'ai une problématique de germination des graines d'une année sur l'autre. Quelle est la meilleure méthode de conservation?
Alors, pour moi, il n'y a pas que la conservation, il y a déjà la production des graines, avoir des bonnes graines, les faire bien sécher avant le stockage pour qu'elles soient stockées au sec et qu'il n'y ait pas d'histoire de moisissure ou de pourriture de champignons qui pourraient niquer les graines derrière. Et ensuite, la conservation, tu n'es pas obligé de la mettre au frais, au congélateur ou quoi. C'est une possibilité, mais pour moi, elle n'est pas rentable, cette possibilité. Utiliser de l'énergie pour faire tourner un congélateur, pour conserver des graines, pas besoin d'aller jusque-là. Par contre, il faut éviter qu'elle soit trop à l'humidité, trop à la lumière et trop avec des écarts de température. Trop au chaud qui passe au froid, genre dans la cuisine, c'est pas la peine. Dans le grenier où il fait un coup très chaud, un coup très froid, c'est pas bon non plus. À la cave, à la limite, mais dans un truc, alors hermétique, mais attention, hermétique à condition que les graines soient vraiment très très bien séchées, sinon il vaut mieux que ça respire. Mais dans un endroit sec. Ou hermétique, mais très sec à l'intérieur. Et pour éviter les écarts de température, moi ce que je fais, c'est dans un truc isolé. Donc à l'origine c'était une glacière. Ensuite je suis passé dans un petit frigo de caravane là que j'avais récupéré. Maintenant je suis dans un ancien gros congélateur, mais pas branché et tout ça, pas besoin d'énergie. Il faut juste qu'il y ait une inertie au niveau de la température, un bac isolé. Et puis voilà, donc des graines bien produites, bien séchées, et puis dans un endroit avec pas trop d'écart de température, à l'abri de l'humidité, de la lumière, et dans une température plutôt basse si possible. Et puis voilà, et ça peut tenir pas mal d'années. Après, la plupart de nos graines potagères n'ont pas été sélectionnées pour la durée de vie de la graine, mais pour d'autres critères, et du coup, même bien conservée, une plante potagère, si la durée sur le sachet est donnée de 3 ans, on va pouvoir tirer jusqu'à 5, 6, 7 ans, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Voilà. Après, j'ai pas beaucoup testé, enfin, j'ai pas testé toutes les graines. Ça m'est arrivé de ressemer des graines, voilà, dont la durée de vie était de 2-3 ans sur le sachet, et au bout de 5-6 ans, ça n'a jamais encore. Mais je pense qu'au-delà de 10 ans, de toute façon, c'est trop. À l'opposé de ça, plus tu vas près d'une espèce sauvage, plus là, la durée de vie de ta graine peut être par rapport à toi, sur le temps de ta vie, la graine elle tient, quoi. On a les records, c'est plus de 2000-3000 ans pour un palmier dattier, je crois. Le nénuphar ou le lotus, c'est 2000 ans. Le palmier, c'est 3000 ans. Donc voilà, les graines tiennent très longtemps sur le sauvage. Sur le sélectionné, la durée est très très courte. Alors, question à 8 points encore. Zakar, je me demandais si tu as des infos sur l'histoire de la pépinière et des premiers pépiniéristes. Je suis féru d'histoire. Alors je suis content que cette question ait plu. Je ne vais pas y répondre là parce que je n'ai pas beaucoup d'histoire là comme ça, mais moi je suis fan de ce métier. Ce métier vraiment me passionne là depuis quelques temps. D'ailleurs c'est pour ça que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, quand il y a des gens qui pensent que je ne suis pas pépiniériste. Si, pardon, j'ai mis un coup dans le micro. Je me pense pépiniériste et je suis vraiment passionné par ce métier aussi. Donc je vais aller faire des recherches là-dessus, je pense, bientôt, et je vous en parlerai très bientôt. Question 9 points, on monte un petit peu. Fait du brouillard. J'habite à côté de champs pas bio. Alors j'aimerais savoir à quelle distance leur chimie n'affecte plus mon jardin. Alors, je vais d'abord te décevoir un petit peu. Tu peux aller cultiver au pôle Nord ou au milieu des déserts, à des centaines, des milliers de kilomètres d'agriculture conventionnelle, chimique ou quoi, qu'il y aura quand même des produits. Donc, à partir de quelle distance t'es pas dérangé, il n'y a pas. On est forcément dérangé partout. Les pesticides chimiques, les produits chimiques, phytosanitaires, etc., ils sont partout. Et donc là, voilà. Après, à quelle distance vraiment tu es moins dérangé ou tu n'auras pas tout vraiment ces produits dans la gueule? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend des sens du vent dominant. Donc si vraiment dans le sens du vent dominant, il faudra être beaucoup plus loin. Ensuite, c'est pas la distance, c'est la protection que tu mets entre. Pour moi, il faut, quel que soit le cas, même si le voisin il n'est pas avec des produits phytosanitaires et compagnie chimiques qui dérangent, même s'il est en bio, même s'il est en permaculture, il faudrait des haies entre toutes les parcelles. Avec des passages, si le voisin il est sympa, on peut mettre un petit passage pour pouvoir aller le voir, aller discuter. Mais entre toutes les parcelles, il faut mettre des haies. Et s'il y a vraiment un truc à protéger, que ce soit la vue, l'odeur ou les produits machin, la haie on va la faire de plus en plus large, de plus en plus dense, de plus en plus haute, pour filtrer un peu ces produits-là. Et pour moi, il faudrait au moins 2 rangs d'arbres sur au moins, allez, on va dire
4-5 mètres, allez 2-3 mètres de large, on peut réduire juste pour les arbres si on met des petits arbres, 4-5 mètres si on met des plus grands. Et si on veut vraiment de l'efficacité pour que cette haie fonctionne bien, il faudrait qu'il y ait toute une guilde autour de ces plantes-là, donc des arbres un peu plus bas, des buissons, des cours sol en bas, donc on va aller dégressif comme ça. Et il faudrait encore une bande enherbée, donc au pied de ces 4-5 mètres de large, encore 1-2-3 mètres de large. Tout ça, ça sera détaillé dans quelque chose que je vous proposerai très bientôt. Vous verrez. Mais voilà, il faudrait une haie assez large et comme ça, ça dérangera un peu moins. Et puis voilà. J'espère que je réponds un peu à ta question quand même. Alors, celle-là va peut-être être un peu longue. En culture Simone, question à 9 points. Question philosophique. Postulat 1, le maximum de biodiversité est atteint quand on multiplie le nombre de milieux différents. Zone sèche, zone humide, type mare, zone prairie, zone boisée, lisière, etc. Postulat 2, la nature dans notre climat a une tendance naturelle à aller vers un monomilieu, la forêt. Conclusion, le maximum de biodiversité sur un espace est atteint grâce à la main de l'homme et pas seulement la nature. Alors, il n'y a pas de question, mais je vais faire mes remarques quand même. La forêt n'est pas le milieu dans lequel il y a le plus de biodiversité. La forêt est le milieu par lequel la nature est passée par le plus de biodiversité pour y arriver. Et la forêt, c'est le milieu le plus stable, le plus résilient. C'est le milieu qui est passé par tous ces stades, qui a accumulé plein de matière organique, qui a accumulé plein de graines dans le sol, qui a autour de lui, parce qu'un vrai milieu naturel, c'est pas une forêt. C'est une forêt, des lisières, des zones où il y a des arbres qui sont tombés, où on revient un peu en arrière sur les successions écologiques. Donc la nature fait de la diversité et cherche à aller vers cette forêt. Mais la nature n'est pas uniquement la forêt, la nature, l'ensemble globalement est faite de plein de milieux. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec toi si tu dis que la nature c'est la forêt et qu'il y a moins de biodiversité. Si c'était que la forêt, tu as raison, mais la nature c'est pas que la forêt, c'est une diversité. Après, la main de l'homme peut faire plus de diversité en faisant des milieux différents, mais si la main de l'homme va faire ou continue de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire raser les forêts pour faire de l'agricole et faire plusieurs milieux différents, on a moins de résilience, on a peut-être beaucoup de diversité parce qu'on va rester sur des successions écologiques antérieures à la forêt, donc là la phase un peu friche avec beaucoup de buissons, c'est là vraiment qu'il y a le plus de diversité, de productivité, de dynamisme. Mais globalement, et je pense même que si on prend la forêt et qu'on prend toutes les espèces de plantes, d'animaux présents et qu'on prend en compte le stock de semences qu'il y a dans le sol et la quantité de matière organique, c'est pas du vivant, mais ça contient beaucoup d'espèces de bactéries, de champignons, je pense quand même que dans la forêt, c'est là qu'il y a le plus de diversité. Voilà, j'ai fait ma remarque, mais j'ai pas répondu, il n'y avait pas de question en même temps. Mais j'espère que ma remarque t'aura intéressé et je suis ouvert au débat quand même sur ce sujet-là qui me plaît énormément. Question à 9 points, Picaillum, je vais y répondre très vite. Comment bouturer la lavande en allant regarder ma vidéo que j'ai fait sur les boutures. Je parle pas de lavande, mais je parle de boutures globalement. La lavande, c'est une plante vivace. Si tu veux y arriver, que tu n'y arrives pas à cette période, essaye un autre type de bouture dessus, essaye un autre type de multiplication, peut-être essaye la marcotte. J'ai fait une vidéo sur la marcotte, tu peux regarder ça aussi. Si tu n'arrives pas à la bouture, si tu n'arrives pas à la bouture ligneuse, fais une bouture sur bois vert. Mais voilà, j'ai parlé beaucoup de boutures, donc je ne vais pas détailler plus sur la lavande. Mais voilà, regarde les vidéos sur la bouture, le bouturage, le marcottage. Et attends pas que je parle de lavande, hein, moi je parle de toutes les plantes, mais la lavande fonctionne de la même façon. Et elle n'est pas très compliquée à bouturer, la lavande. Voilà, ça fonctionne assez bien. Alors, question à 10 points, à 10 likes, de Raphaël. Comment savoir si les fleurs des arbres fruitiers ont gelé? Faire la différence entre faner naturellement ou gelé. Faner naturellement, ça sera petit à petit sur les fleurs qui sont arrivées à maturité et la fleur fane doucement. Cramé par le gel, c'est toutes les fleurs qui ont été cramées par le gel, à part les boutons, mais si la fleur est ouverte, tu vois que du jour au lendemain, la fleur elle a changé de couleur. Voilà, ça c'est radical, c'est du gel. Et puis si c'est en une nuit, ouais, c'est ce que je viens de dire, hein, si c'est en une nuit sur toutes tes fleurs, mais sur tous tes arbres, voilà, là c'est clairement du gel. Quand ça fane, c'est pas d'un coup, c'est pas toute la fleur, c'est pas toutes les fleurs, ça fane petit à petit, on voit que la fleur, petit à petit, elle tombe comme ça. Si tout le pétale en entier, toute la fleur, tous tes arbres changent de couleur d'un coup, là clairement c'est du gel.
11 points, enfin question à 11 donc like, de Fred Le Rouge. Quel type de serre pour toi le meilleur, sachant que je suis soumis à un fort vent d'ouest? Pour moi les serres les plus résistantes c'est celles qui ont été testées et approuvées, donc c'est pas les plus jolies, hein, c'est les serres tunnels agricoles bien montées, bien positionnées avec pourquoi pas des brise-vents, des haies brise-vents, etc. et mise à des endroits où le vent est pas le plus fort. Faire attention quand on met des brise-vents ou quoi, pas se couper le vent et être juste dans la zone où il n'y a pas le vent et pas être un peu plus loin dans la zone où il y a tous les remous, auquel cas la serre peut se faire écraser par le vent. Donc il y a vraiment des trucs à réfléchir, mais les serres les plus résistantes c'est ces serres-là. Ensuite, dans les serres un peu plus compliquées à faire, on peut se les faire soi-même et pour moi le plus résistant au vent c'est le dôme géodésique. Même avec des petites sections, des petits bois, vu que les forces sont bien réparties, si c'est bien fait, mais un dôme géodésique, donc vraiment les forces sont bien réparties, ça va bien résister aussi. Et ensuite, toutes les serres faites en récup, par des gens qui ne sont pas forcément charpentiers, qui n'ont pas bien anticipé la résistance au vent, ben c'est là qu'on peut avoir des dégâts. Dans les serres qui sont les serres tunnels agricoles machin, mais mal positionnées, mal faites et mal fixées, là aussi on peut avoir des soucis. S'il y a beaucoup de vent et que les portes ne sont pas bien fermées, que le vent s'engouffre, là on a des soucis. Une serre solide, bien faite, bien conçue et bien montée et fermée de chaque côté partout quand il y a du vent, là ça résiste assez bien. Question à 13 points. Il y a Greg. Sur les arbres à fruits, à coque, amandiers, noisetiers, noyers, tout ça. Déjà, selon les espèces, faut-il plusieurs arbres pour avoir une pollinisation afin d'avoir des fruits? Et comment les multiplier? Peut-on faire à partir du fruit, bouture, rejet, etc. Pour avoir un nouvel arbre, et sera-t-il fidèle de semis, fidèle à celui de départ? Donc fidèle de semis, j'ai rajouté ça, tu l'avais pas dit dans la question, mais fidèle à celui de départ, tu l'auras pour certains les abricotiers, les pêchers un petit peu, certains pruniers, pas tous. Voilà. Pour le reste, fruitiers à pépins, pas du tout fidèle de semis. Les amandiers, peu fidèles de semis, donc voilà. Ensuite, attends, ta question c'était quoi? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs arbres? Pour la plupart, oui. Pour tous, de toute façon, tu auras une meilleure production s'il y en a plusieurs, à part certains qui sont auto-fertiles dans les petits fruits, mais voilà. Dans les arbres, regarde comment c'est pollinisé. Donc l'amandier, il est hermaphrodite, mais il n'est pas auto-fertile, donc il va falloir qu'il y en ait plusieurs variétés différentes, pas plusieurs arbres de la même variété, plusieurs variétés différentes et qui fleurissent au même moment. Et ensuite, pour d'autres arbres qui n'ont pas des fleurs hermaphrodites, ça veut dire qu'il n'y a pas la partie mâle et femelle, donc pas le pollen et pas le fruit dans la même fleur. Donc les plantes monoïques, dioïques, ça veut dire tout ce qui est noyer, noisetier, etc. Il y a les chatons et la partie qui va faire les fruits à côté. Ceux-là, ils ne sont pas auto-fertiles en général, donc il faut en mettre plusieurs, sinon tu n'auras pas de production. Voilà, pareil, je vais faire quelque chose là bientôt qui va répondre en détail à toutes ces questions-là, parce que voilà, le sujet est quand même assez complexe, il y a beaucoup de façons de se polliniser, de façons de s'auto-fertiliser ou pas différentes, donc voilà, c'est assez complexe, mais bientôt je répondrai en détail à toutes ces questions. Alors là on monte, on est question à 18 points, 17, non, 17, je vais faire dans l'ordre. Juliana et Julien. Comptes-tu poursuivre les vidéos sur le bouturage par saison? Alors ça vous plaît beaucoup, donc oui, bouturage et autres types de multiplication saison par saison, oui, je vais continuer ça, donc là je viens d'en faire une, donc il y en aura une autre un peu plus tard. Donc 18 points, Zakar, quel fruitier planter au vu des gelées tardives que nous rencontrons de plus en plus? Ici c'est le 3e printemps où nous perdons tout. J'ai répondu juste avant, donc des fruitiers qui ont une défloraison un peu plus tardive, et aussi sélectionner l'endroit où on les plante. Après, quel fruitier? Il y en a plein, là je ne vais pas pouvoir te dire de nom de variété, donc je ne vais pas pouvoir répondre plus. Donc si vous voulez un peu plus de détails, allez un peu plus en arrière, je ne sais plus quelle question c'était, voilà, mais allez un peu en arrière, j'y réponds un peu. Question à 20 points, potager, ville et campagne. Dans un verger maraîcher, quelle plante couvre-sol préconises-tu pour attirer des pollinisateurs et éloigner les fourmis?
Alors, ben, de la diversité déjà, je ne vais pas vous dire juste quelques-unes, mais le plus possible de diversité, et comme ça tu vas diversifier ce que tu attires. Diversifier vraiment les périodes de floraison pour que à tout moment il y ait du pollen et du nectar. Et puis si toi tu es dans un verger maraîcher, donc ça veut dire et du verger et du maraîcher, donc il va vraiment falloir une diversité d'insectes auxiliaires à attirer. Donc voilà, encore une fois vraiment de la diversité. Et pour du maraîchage, il va falloir en plus quelque chose de nutritif, donc je vais faire un peu plus de détails, mais sans citer de nom d'espèces, parce que vraiment il faudra de la diversité, mais un mélange avec une diversité de légumineuses pour l'azote, une diversité de crucifères, brassicacées, les moutardes, etc. J'ai dit un nom, pardon, mais d'autres brassicacées, des choux, des navets, voilà, comme ça j'ai dit notre nom, mais beaucoup de brassicacées, parce qu'eux ils ont un enracinement profond aussi, ils vont remonter d'autres minéraux que l'azote. Ensuite, dans les classiques, Facélie, sarrasin, parce que ça fleurit beaucoup et ça racine profond et c'est assez dense, ça produit beaucoup de biomasse et ça empêche l'enherbement par derrière. Pour le maraîchage, c'est très bien. Et puis voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié? Voilà, beaucoup de légumineuses, beaucoup de brassicacées, Facélie, sarrasin. Et puis voilà, plus d'autres plantes si tu veux y rajouter, plus tu mets de la diversité. Avoir différents types de mélanges avec ces plantes-là, mais qui fleurissent à différentes saisons pour pouvoir étaler. Et puis voilà, pour qu'en toute saison, il y ait toutes ces plantes-là. Alors là, c'est dans ce que tu peux faire comme mélange. Aussi, essaye d'avoir, ah oui, c'est ça, voilà, qu'il faut que je rajoute, avoir un mélange de plantes de saison et locales et sauvages, pas forcément des graines que tu peux aller chercher à droite à gauche ou aller acheter chez le semencier, mais laisser des bandes enherbées que tu laisses sauvages pour qu'il y ait aussi des choses locales qui poussent. Et voilà, et là tu as un bon mélange normalement. On monte un peu plus. Takerza, question à 25 points et ça sera la dernière qui ont beaucoup de points. Celle d'après en a 0, mais je veux vraiment y répondre. Quels sont les avantages, donc à Takerza Agriculture? Quels sont les avantages et inconvénients de faire un potager sous les arbres fruitiers et quelles sont les plantations à éviter ou à privilégier dans le cas d'arbres à feuilles caduques? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça? Première question, quels sont les avantages et inconvénients de faire un potager sous les arbres fruitiers? Ben déjà, la question juste avant, le fait d'avoir plusieurs types de cultures, de faire des couvre-sols, de faire du maraîchage, de faire de petits fruits, faire des arbres, il va y avoir une diversité végétale qui fera qu'il y aura une diversité d'insectes, d'oiseaux, d'auxiliaires qui vont réguler les populations, donc une grosse biodiversité qui va faire qu'il y aura un équilibre au niveau des maladies, des pathogènes et tout ça, et enfin des prédateurs, etc. Une diversité de production, tu auras à boire et à manger, oui, enfin tu auras vraiment une diversité de production, des fruits, des légumes, des médicinales, tu auras vraiment plein de choses tout le temps, donc ça c'est hyper intéressant. Toute cette diversité, elle va te créer de l'autofertilité, enfin voilà, vraiment plein d'avantages. Encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à répondre là-dessus. Et les inconvénients, il y en a du coup beaucoup aussi. Ça veut dire beaucoup plus complexe au niveau de la gestion, beaucoup plus... alors j'allais dire gourmand si tu fais beaucoup de mélange, mais globalement c'est pas plus gourmand que de faire un verger d'un côté, un potager de l'autre. Si tu mets les deux ensemble, globalement, tu auras besoin de moins d'eau. Peut-être la zone aura besoin de plus d'eau, mais tu auras besoin de moins d'eau que si tu avais fait deux zones séparées, et donc 2 fois plus de surface. Ensuite, des compétences, savoir tailler, savoir planter, savoir gérer tes guildes, savoir assembler, tous ces trucs-là, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à savoir. Mais pour moi, les avantages quand même surpassent les inconvénients. Et quelles sont les plantations à éviter ou à privilégier dans le cas d'arbres à feuilles caduques? Donc à feuilles caduques, j'espère que c'est bien ça que tu voulais dire, hein, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles. Éviter les plantes potagères au niveau du sol au moment où les arbres perdent leurs feuilles, sinon c'est sous le feuillage. Mais encore que ça n'empêche pas de régulièrement y passer, puis trier un petit peu. Elles ne tombent pas d'un coup les feuilles non plus. Mais voilà, sinon je ne vois pas trop d'inconvénients à cultiver avec des arbres à feuilles caduques. Par contre, si tu as des arbres qui sont à taille adulte, on ne cultive pas tout exactement sur la même zone, c'est pas pile sous les arbres, c'est en bordure, en lisière ou juste sur la zone à côté, et on va profiter de l'arbre, du climat, du microclimat qu'il crée, de la biomasse qu'il crée pour aller nourrir juste à côté. Mais voilà, donc je vois pas beaucoup d'inconvénients.
et à privilégier. Il y aurait tellement de choses, donc je ne vais pas pouvoir détailler ça, mais ça fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc allez, dernière question, et c'est là je me suis fait, alors hier, si vous voulez les détails, hier je suis pas sorti de ma sieste où j'avais un peu la gueule enfarinée après mes 5 minutes de sieste habituelle, et je sors mon téléphone et puis bon là je vois un commentaire, allez, je le lis, et là gros fou rire. Donc la question c'est, est-ce que je vis de mon activité, est-ce que, je sais plus, j'ai supprimé une partie de la question et c'est la dernière phrase, est-ce que j'ai un travail à côté? Donc gros fou rire. Après, alors pas que la question, parce que ça a fait résonner beaucoup de choses. Moi, j'ai lu une BD il y a quelques années d'un dessinateur graphiste et qui a fait une BD pour raconter cette situation de sa vie. Et donc tout au long de la BD, c'est cette question qui revient. Donc parce que lui, son métier, il est graphiste, il dessine et il fait de la bande dessinée. Et donc ça arrivait souvent dans les discussions avec ses amis, sa famille, les gens qu'il a démarché pour aller trouver du travail. Non. Au moment où il a dessiné la BD, il travaillait vraiment de ça. Mais dans tous ses proches, j'en rigole encore, dans tous ses proches, dans tout son entourage, la question qui revient c'est « Et sinon, comme métier, tu fais quoi ?» Donc, moi perso, donc, parce que lui, il travaille à fond là-dedans, et quand on lui demande ça, voilà, c'est cette question qui revenait tout au long de la BD, donc il en a fait une BD, du coup, c'était fort comme truc. Et là, de me dire, moi j'ai cette question-là qui m'arrive, donc, je résume parce que d'Androcnide, peut-être tu me... Je suis désolé, je me moque pas de toi, c'est naïf et c'est mignon comme question. Et donc moi, mes activités, c'est pépiniériste, c'est vraiment mon cœur de métier, ma passion. Vidéaste à côté, parce qu'aujourd'hui mes revenus sont vraiment à cheval entre les deux, mais je vis un peu des vidéos, pas encore de la formation, mais là bientôt je vais être formateur et payé pour ça. C'est la première fois de ma vie que je suis payé pour les formations que je donne. J'ai eu des critiques sur ça, mais bon, voilà, tant pis, ça me glisse un peu dessus parce que j'ai envie d'être payé pour pouvoir transmettre cette passion. Donc, pépiniériste, vidéaste et donc bientôt formateur. Et à côté de ça, je suis élu sur ma commune, donc j'aimerais un peu être plus actif sur ma mairie et tout ça. Et donc je suis un peu à fond sur ça, hyper actif, je dors très peu, je m'épuise, là c'est le printemps, c'est la période où, je sais pas si ça se voit les cernes un petit peu, où je suis très fatigué, parce que je suis à fond dans mon travail. Et là, pardon, qu'est cette question qui arrive, et sinon comme métier tu fais quoi? Voilà, ça m'a fait beaucoup rigoler, donc je tiens à répondre à ta question. Donc c'est pas exactement ça, c'est est-ce que j'ai un travail à côté? À quel moment j'aurai le temps d'avoir autre chose comme travail à côté? Mon travail de tous les jours, c'est ça, c'est faire du jardin, faire de la pépinière, partager, transmettre autour de ma passion par les vidéos, bientôt par la formation. Et puis voilà, c'est tout ça, mon métier. C'est je suis pépiniériste, vidéaste, peut-être formateur. Pour l'instant, je ne veux pas dire c'est mon métier, mais mon métier, c'est ça, quoi. Et j'ai pas le temps d'avoir un autre métier à côté, je suis désolé. Donc voilà, pardon, je vais essayer de ne pas avoir un fou rire là. Donc voilà, non, j'ai pas un travail à côté, c'est ça mon travail. Bon, voilà, allez, j'arrive, je vais rigoler tout seul après la vidéo. J'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura partage de ces questions, que ça vous aura appris beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, pardon. Si cette vidéo vous a plu, je vais essayer de faire la fin habituelle. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous, abonnez-vous, etc. Si vous voulez me soutenir dans ce que je fais, dans mon métier, etc., vous pouvez me soutenir en plus financièrement parce que c'est un métier et que j'aime bien être payé pour cette activité-là. Allez, je me détends. Donc vous pouvez me soutenir par le biais de YouTube en vous abonnant et sinon par Tipeee. Merci à tous les tipeurs qui me soutiennent et qui me permettent de faire de mon activité un métier. Merci à tous. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et je vais en profiter pour rigoler un peu. À très bientôt. Salut et merci beaucoup d'Androcnide pour les fous rires que tu m'as donné. Allez, à très bientôt à tous. Pardon, à bientôt, et j'en pleure. À bientôt, salut. Il faut que j'arrête.